Marian Online. Les amis, bonjour, bienvenue sur Marian Online, votre chaîne préférée, animée par moi-même, Marian évidemment. Aujourd'hui, vidéo spéciale du dimanche où on va visiter, découvrir un petit peu les lieux insolites et secrets de Paris. Et aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, on est au niveau de l'île aux Cygnes où se trouve l'une des 5 statues de la liberté. Parce que oui, il en existe plusieurs dans le monde, dont celle que vous connaissez évidemment, celle qui est aux États-Unis, évidemment la plus connue, mais il y en a 5 aussi qui sont à Paris, dont celle qui est derrière moi, elle est assez grande, elle est assez haute aussi, la statue de la liberté de l'île aux Cygnes. C'est au niveau du pont de Grenelle, c'est dans le 15e arrondissement, tu peux pas louper. Il y a le centre commercial Grenelle tout simplement, et la maison de la radio, c'est en plein milieu et tu peux faire de très belles photos. Et en fait, il en existe 5. Il y en a une deuxième qui se situe au musée des arts et métiers, une troisième au jardin du Luxembourg, une quatrième au musée d'Orsay et la toute dernière se situe au Centaure de César. Bon. Est-ce qu'on est prêt pour aller faire d'autres excursions dans Paris tout au long de cette vidéo? Moi oui, vous aussi, je l'espère. Et puis n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Et puis là tout de suite, direction la plus vieille maison de Paris. Et ça, je vous en dirai plus là dans quelques secondes. Allez, c'est parti! Juste derrière moi se situe la plus vieille maison de Paris. Construite en 1407, elle a porté aide aux plus démunis et aux déshérités. Et puis par la suite, elle a été rachetée par le célèbre alchimiste Nicolas Flamel, qui en a fait aujourd'hui une magnifique bâtisse qui sert surtout en tant que bistrot traditionnel parisien et forcément français. Nicolas Flamel, que l'on connaît aussi pour son rôle mythique dans Harry Potter. Certes, on ne l'a jamais vu, mais on en a beaucoup entendu parler pour la pierre philosophale. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La pierre philosophale. Juste derrière moi se trouve une des façades de la RATP. Alors, vu de loin, on dirait que c'est des vraies fenêtres. Mais en fait, quand tu te rapproches un peu plus, tu vois qu'en fait, ce sont des fausses fenêtres. C'est totalement du trompe-l'œil. Et en fait, c'est fait pour cacher donc des conduits d'aération ou des conduits techniques servant pour le métro ou les RER de la RATP. Nous, on est du côté pas loin de Châtelet-Les-Halles, donc c'est pour cacher des conduits, etc. Pour sans doute la station de Châtelet-Les-Halles. Oh, mais regarde là-bas, mais non, c'est la plus vieille horloge de Paris? Non mais tu te fous de moi, non mais c'est pas possible. Bon, attends, la plus vieille horloge de Paris, elle est commandée par le roi Charles V au XIVe siècle. Non mais truc de dingue. Alors à Skip, l'horloge là du palais de la Cité est richement parsemée d'or. En même temps, tu le vois bien là qu'il y a pas mal d'or tout autour et tout à l'intérieur de cette horloge. Alors, il faut savoir qu'elle donne l'heure aux Parisiens depuis 1371. Non mais tu te rends compte? Il y en a qui sont morts depuis. Et puis il y en a qui sont toujours vivants. Je citerai pas de nom. Michel Drucker par exemple, tu vois, lui il l'a connu cette horloge depuis sa construction. Évidemment c'est faux, mais vu que lui il est increvable. Bon, on peut percevoir entre les deux figures allégoriques de la loi et de la justice les initiales d'Henri II et Catherine de Médicis. Mais aussi les inscriptions en latin et les dates de ces restaurations. Bon, alors vraiment faut zoomer parce que c'est tout petit, mais t'inquiète pas, tu arriveras bien à choper les petites images. Là, je te connais là tu vas direct aller chercher, clac, regarde dans la vidéo, là. Et si on allait ailleurs? Tiens, d'ailleurs, le prochain lieu, c'est les arènes de Lutèce. On continue dans l'histoire. Allez, un autre son dans le temps. Et nous voici arrivés donc aux arènes de Lutèce, juste à côté de l'arrêt cardinal Lemoine. En fait, les arènes de Lutèce, c'est construit au 1er siècle, donc sous domination romaine, évidemment. Et les arènes de Lutèce sont le plus vieux vestige de l'histoire de Paris. Elles servaient à l'époque de théâtre et d'arène. En même temps, ça se voit avec la forme circulaire, arrondie de cet édifice.
et ça peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes quand même. C'est quand même énorme, hein. Alors aujourd'hui, c'est un lieu de détente. La preuve, notre caméraman Hugo est actuellement assis pour filmer cette séquence et il se détend. Tu me confirmes, Hugo, que tu te détends? Un petit mouvement de caméra? Voilà, il me confirme. Bon, il faut savoir que ce lieu a quand même failli disparaître au 19e siècle. Mais bon, grâce à une seule et unique pétition, et ben ce lieu a été sauvegardé pour notre plus grand bonheur. Et puis là, tout de suite, on va aller voir quoi? Ah bah oui, le plus vieil arbre de Paris. C'est un robinier majestueux qui date d'il y a quand même plus de 4 siècles, 1601 pour être précis. Il mesure plus de 15 mètres de haut et il a été importé d'Amérique du Nord par l'arboriste attitré d'Henri IV. Il s'appelait Jean Robin. Et il a été planté aussi par Jean Robin. Bah, tiens, regarde comment il est vieux là. Il est beau, hein? Vieux, mais beau. Ah bah, ça me donne envie de faire du jardinage. Mais bon, avant, il va falloir aller voir le vignoble secret de Montmartre. Vous connaissez sûrement le Sacré-Cœur et le buste de Dalida qui se trouve du côté de Montmartre. Eh bien, juste derrière moi se trouve un endroit exceptionnel qui se trouve dans Paris. C'est tout simplement là où on fait du vin. Bah oui, il y a des petites grappes là juste derrière moi pour faire du bon vin, bien parisien, bien francilien. Mais est-ce que vous le connaissiez, ce vignoble-là? Ce vignoble secret de Montmartre. Au XVIIe siècle, les habitants de Montmartre consommaient un vin modeste produit localement. Ce n'était pas encore celui-ci. Non. Mais suite, par contre, à la rénovation de ce vignoble en 1930, on passe à un vin donc plus modeste, à un vin un petit peu plus travaillé, tu vois. Et ce vin-là, il est d'une qualité bien plus supérieure. Chaque année, en octobre, et c'est justement encore là aujourd'hui, et ça se termine aujourd'hui, la fête des vendanges du côté de Montmartre, où se célèbre une fête majestueuse, grandiose, où tout le monde y est convié. Il y a une fête avec un défilé, des associations locales, mais aussi des confrères vignobles de province, alentour, ou non d'ailleurs, un petit peu partout en France, qui y sont invités également. Alors, allez vous faire plaisir, c'est toujours du côté de Montmartre, à Paris, dans le 18e arrondissement, et c'est totalement gratuit. Et puis vous pouvez aussi aller visiter le musée qui se trouve juste à côté et déguster du bon vin pour pas trop cher. Vous pouvez me croire sur parole. La plus belle façade de Paris au XXe siècle, en 1901. C'est l'immeuble La Virotte, qui est un chef-d'œuvre de l'art nouveau, signé par l'architecte du même nom, Jules La Virotte. La prouesse architecturale inspirée par Gaudi a été labellisée patrimoine du XXe siècle par le gouvernement. Cet immeuble est à retrouver à quelques pas de la Tour Eiffel, non loin du Champ de Mars et du pont de l'Alma, au 29 avenue Rapp, dans le 7e arrondissement de Paris. Et contrairement à tout à l'heure, ce n'est plus la longueur, mais la largeur qui compte. Entre ici et ici, il y a 1,80 m de large, ce qui en fait donc la rue la plus étroite de Paris. Elle porte ce nom, la rue du chat qui pêche. Alors, c'est un nom assez magique, et assez, un peu, pas anodin quoi, tu vois. Mais pourquoi, tu me diras? En fait, cette rue a une histoire assez particulière. En fait, c'est l'histoire d'un homme mystérieux, un peu en noir, tu vois, pas... Voilà, au premier abord, t'as pas spécialement envie d'aller lui dire « Hey, salut mon gars !» Non, là, il est vraiment très tranquille, très mystérieux, un peu comme si c'était, je sais pas moi, enfin, voilà, un mec qui te veut pas que du bien. Et en fait, il faut savoir que il y avait toujours un chat qui l'accompagnait. Et ce chat avait une certaine particularité, c'est que juste à côté, il y a la Seine. D'accord? Et en fait, ce chat allait souvent du côté de la Seine pour aller pêcher avec ses petites patounes. Et en fait, à ce qui paraît, ces patounes, elles avaient donc ce côté magique qui fait que
bah, il arrivait toujours à attraper des poissons. Des petits poissons, des petits poissons, des petits poissons. Et en fait, cette rue donc, a le nom du chat qui pêche par rapport à cette légende. Mais il faut savoir que cette histoire ne se termine pas si bien que ça. Non, parce qu'en effet, l'homme en noir avec son chat, eh ben, comment dire, il évoquait un petit peu des petits soupçons auprès des habitants du quartier. Et il y a des jeunes qui se sont dit, bah tiens, cet homme est bizarre, et son chat est bizarre, enfin... Ils ont pris le chat, et... il n'existe plus. Et en fait, depuis ce jour, l'homme donc, est parti, donc on ne le voit plus, etc. Et ben, quelques mois plus tard, il s'avère que cet homme et le chat sont réapparus dans cette même ruelle. C'est ce qui en fait sa petite particularité. Alors, aujourd'hui, c'est donc la rue la plus étroite de Paris avec 1,80 m de large. Mais est-ce que vous savez quelle est la plus petite rue en termes de longueur ? Et on continue nos balades dans le parc des Buttes-Chaumont, au nord de Paris. Juste derrière moi se trouve toujours la ville de Paris avec des gratte-ciel, etc. Bon, c'est normal, on est dans la capitale. Et puis un magnifique coin de verdure qui n'était pas vraiment le cas il y a encore quelques centaines d'années. Mais on va découvrir ça là tout de suite maintenant. J'espère que tu es prêt. Quoi ? Parce que oui, c'est un lieu chargé d'histoire. Tout d'abord, revenons du côté du Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle, où ce lieu servait de lieu d'exécution pour les condamnés à mort, et ce, jusqu'en 1706. Et après, il s'est passé autre chose. Vous voulez savoir quoi ? C'est tout de suite. Parce que oui, c'est en 1706 que le gibet de la Potence a été démantelé, puis reconverti en décharge à ciel ouvert. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y avait tous les déchets de Paris qui étaient là, sous nos pieds. Et en fait, ça puait dans tout Paris parce que les odeurs remontaient et s'évaporaient un petit peu partout, tout au long déjà de cet arrondissement et dans toute la ville et limite dans toutes les autres petites villes à côté, alentour. Et ce qui émettait des odeurs évidemment nauséabondes partout dans la ville. Et donc suite à la Révolution française, cette décharge à ciel ouvert a été transformée et cette fois-ci exploitée en terrain pour ses carrières de gypse, mais aussi de pierres meulières. Mais non, c'est un poisson. Mec, il y a un poisson. Ah non, c'est une feuille. Génial, tu modules. C'est une feuille. Une feuille. Et c'est finalement Napoléon III qui a décidé de transformer ce parc, enfin surtout ce lieu qui n'était pas vraiment un parc à l'époque, en ce magnifique lieu où on peut se reposer, se détendre, s'amuser, profiter, siester aussi. Oui, on peut faire des petites siestes ici et puis manger des petites gaufres, des petites crêpes, goûter, il y a de tout. Il y a même un petit manège pour les enfants et il y a même des activités de temps en temps poney, etc. Enfin, il y a des parcours, bref. Bon, ça c'est pas Napoléon III qui a mis tout ça en place, évidemment, vous vous doutez bien. Mais il faut savoir qu'on connaît aujourd'hui ce parc parce que c'est l'un des plus beaux de Paris et de région parisienne. Et on en retrouve donc une île, des cascades, des falaises artificielles. Et donc c'est dans le 19e arrondissement de Paris, au parc des Buttes-Chaumont. Après la plus petite rue de Paris et la plus étroite rue de Paris, nous voici maintenant juste derrière moi et juste devant vous, la maison la plus petite de Paris. Elle fait 1,40 m de large. Elle est haute de 5 mètres et elle est profonde de 3 mètres. Elle comble un ancien passage entre les rues du Château d'Eau et du Faubourg Saint-Martin. Rendez-vous donc aux 39 rues du Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. Non les amis, on n'a
pas pris la DeLorean de Retour dans le futur. On est bien à Paris en 2025 et les maisons qui sont derrière moi, ce sont des maisons médiévales qui se trouvent donc dans le 4e arrondissement de Paris. On est en plein cœur de la rue François Miron où l'on peut donc admirer des maisons médiévales qui ont été restaurées en 1970. Donc allez les voir. Bon, écoutez, je sais pas trop où on est, je crois qu'on est là juste devant... Ah bah oui, c'est Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors on est au niveau de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, mais on va pas parler de Notre-Dame de Paris. Non, non. Alors Hugo, qui est à la caméra, on est où Hugo là? On est au point zéro, effectivement, au point zéro de Paris. Alors le point zéro, je vous explique parce que regardez, moi je suis là. Ah bah attendez, j'étais un petit peu trop dessus. Alors le point zéro de Paris, il faut savoir, en fait, c'est qu'ici que se cache la dalle de pierre installée en 1924. Oh, tu marches sur un truc qui date de 1924, il y a plus de 100 ans. Il y a 101 ans que ça existe ça. C'est dingue ça quand même. Alors, c'est une pièce de bronze entourée d'une rose des vents sur laquelle est inscrite point zéro. Et c'est donc le point zéro des routes de France. Donc en fait, tu pars d'ici et là regarde, je me déplace de quelques mètres, je suis plus du tout au centre de Paris sur la carte Google Maps ou d'Apple Plan. Non, non. Donc en fait, c'est sous Louis XV que ce point symbolique devient la référence pour calculer les distances avec les autres villes de France. Donc en fait, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire que tous les chemins mènent à Paris et à Notre-Dame de Paris. On se retrouve maintenant au niveau de l'Opéra Garnier. Mais pourquoi, allez-vous me dire? Parce que cet opéra a une particularité assez spécifique. Sous l'opéra, se tient évidemment des petits engrenages, des assez gros engrenages, on va pas se le cacher, que vous voyez d'ailleurs là en ce moment même. Et ces engrenages-là faisaient partie donc de l'ancien engrenage technique de l'Opéra Garnier. Et sous ces engrenages-là se trouvent encore d'autres mystères. Ces mystères-là, ça se passe sous leurs pieds. Alors pas là sous nos pieds en ce moment, parce que en dessous de nous, il y a la gare de métro, de RER, de l'Opéra Garnier. Mais par contre, en dessous, là tout de suite, il y a le car, mais juste en dessous de ce bâtiment se trouvent donc deux grands bassins. Pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement parce que l'Opéra Garnier a été construit sur un terrain qui est marécageux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bétonné, ils ont rempli deux bassins énormes en béton de cuves d'eau. Ça, c'est vraiment des bassins d'eau, genre tu peux nager dedans. Et il faut savoir même qu'il y a des poissons. Oui, il y a même des poissons. Regardez là, juste là, sur votre écran, il y a un petit poisson là qui se balade là tranquillement dans les eaux sous l'Opéra Garnier. Et du coup, ça fait que l'édifice reste fixe, ça fait une belle fondation. Et en plus de ça, ces cuves ne servent pas à rien. Ces cuves, en plus de maintenir le bâtiment en place, elles servent aux entraînements des sapeurs-pompiers et de la police et de l'armée, etc. Tout ce que tu veux pour t'entraîner, pour les exercices nautiques, évidemment, pour le sauvetage dans la Seine, etc., etc. Mais aussi pour un éventuel incendie dans l'opéra ou dans les environs, pour avoir un réservoir d'eau à disposition. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur les secrets de l'Opéra de Paris, que vous ne saviez sans doute pas, ou pour quelques-uns, voici les preuves que vous attendiez depuis des lustres, parce que je vous rappelle que cet accès au bassin est totalement et exclusivement interdit au public. Donc voilà. Bonjour. Allez, nous on se retrouve pour un autre lieu qu'on va aller visiter, un lieu insolite et une autre histoire insolite dans les lieux de Paris. Suivez-moi. Est-ce que vous le saviez, vous, qu'à l'époque, il y a encore quelques années de cela,
la Seine, vous voyez, il y a deux îles. L'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Mais à l'époque, il y avait un troisième îlot qui s'appelait l'île Louviers. Eh oui. Et cet îlot servait de pâturage avant d'être cédé à Nicolas Louviers au XVe siècle, dont elle prend son nom. L'île est ensuite acquise par la ville de Paris en 1700 et louée à des marchands de bois qui stockaient du bois et des marchandises. Et voilà, tout simplement. Vous voulez en savoir plus? On y va? Cette île était constructible et elle est quand même restée un espace utilitaire. Ah, quel dommage. Et surtout un entrepôt. Bon. Aujourd'hui, on voit que c'est plus trop un entrepôt et que c'est quand même assez habitable. Par contre, c'est entre 1841 et 1847 que son destin bascule. Ah bah oui, car des ingénieurs ont décidé carrément de combler le bras de la Seine qui la séparait de la rive droite. Regarde-moi ça, cette île-là. Bah, l'île Louviers fut rattachée à la terre ferme. Et aujourd'hui, elle correspond à l'esplanade qui longe donc l'actuel boulevard Morland et l'entrée du port du bassin de l'Arsenal. D'ailleurs, pour la petite anecdote, toi qui aimes bien ça d'ailleurs, les petites anecdotes, l'île de la Cité n'était pas un ensemble cohérent comme on le connaît aujourd'hui. Non, non, en fait c'était des petits îlots vraiment tout petits et c'était donc l'île aux Juifs. C'est pas une vanne. À l'ouest, malheureusement connu pour ses exécutions en public, dont celle de Jacques de Molay. Ça, tu le savais pas. Et ben là, tu vois, je te l'ai appris. C'est cool, hein? Ah! Bon, du coup, vous pouvez quand même apercevoir, et là je vous mets la petite photo quand même, pour voir un petit peu la comparaison de comment c'est aujourd'hui et comment c'était avant. Et là, tu peux voir que ouais, c'était quand même très sympa à l'époque. Mais du coup, ça a été rattaché aujourd'hui pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, les quais qu'on voit là, juste là, où les gens s'amusent, se baladent et boivent des petits coups. Ils ont raison. J'ai très envie d'aller me prendre une petite boisson fraîche. Bon, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, t'oublies pas. Nous, on continue quand même notre visite avec l'intérieur des sous-sols de la maison de la radio et de la musique, qui se situe donc dans le 16e arrondissement de Paris. Et en fait, j'avais envie de vous partager, vu que comme vous le savez, je bosse déjà à la maison de la radio. Eh bien, il faut savoir que là où je me trouve, déjà, ce bâtiment supporte déjà énormément de choses. Et en fait, il faut savoir, alors je ne vais pas vous montrer les plans, mais que là, il y a des abris anti-atomiques. Il y en a 14 au total. 14 pour se réfugier en cas de problème. Voilà. Donc, c'est le petit secret qu'il y a au niveau de la maison de la radio et de la musique. Donc à Radio France. Donc si jamais on a quelqu'un qui veut nous balancer une bombe, il n'y a plus qu'à aller se réfugier. Après je vous montre un couloir, ça se trouve c'est pas du tout par là. Il faut savoir qu'aujourd'hui ces abris anti-atomiques existent toujours, évidemment, vu qu'ils supportent tout le bâtiment. Et que en fait ils servent aujourd'hui de lieu de stockage pour les gilets pare-balles, pour les journalistes, etc. Les amis, on est en train de terminer la vidéo et là Hugo m'a sorti une dinguerie, donc j'ai envie de lui laisser le micro et la parole. Hugo, à toi mon pote. Donc ici on se trouve à la station Réaumur à Sébastopol de la ligne 4. Oui, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez pourquoi Marian n'est plus ici. Tout simplement ici on est devant ce qu'on appelle un édicule Guimard du nom du créateur en fait, Hector Guimard, qui a créé en fait tous les ouvrages extérieurs du métro parisien. Il y en a beaucoup sur le réseau de toutes les formes et en fait l'anecdote avec cet édicule Guimard, c'est que c'est le premier à avoir abrégé le nom métropolitain qui était utilisé à l'époque en nom métro. C'est pour ça qu'on dit le métro parisien aujourd'hui, le métro lyonnais, le métro de Lille. C'est donc aujourd'hui depuis cette installation en tout cas qu'on a abrégé le mot métro dans toute la capitale. Juste derrière moi se situe
situe l'impressionnant immeuble cathédrale de la rue Réaumur. Ça a été pensé au tournant du XXe siècle par les architectes Philippe Joannin et Édouard Singerie en 1900 à la rue Réaumur, au numéro 61. À l'angle avec la rue Saint-Denis, ça fait clairement partie des édifices qui en imposent un max dans la capitale. Parce que c'est l'une des plus belles façades de Paris. Bon, elle ne vaut pas celle que l'on a vue précédemment dans la vidéo. Bon, déjà, si la taille vous impressionne, l'intérieur est encore plus magnifique. Malheureusement, on n'aura pas accès à cet édifice aujourd'hui pour aller à l'intérieur. Édifice d'ailleurs qui est néo-gothique, bien loin de la tendance Art Nouveau qui avait alors toutes ses places à l'époque, hein, il faut quand même le préciser. Donc c'est un immense édifice néo-gothique sur le thème du temps. Et la partie centrale est loin de celle qui se démarque. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle immédiatement les églises cathédrales médiévales, avec des détails et des hautes fenêtres en ogive que l'on imaginait bien recouvertes de vitraux, comme on peut voir, hein, évidemment, juste ici. Sur le cadran qui rivalise avec les plus beaux cadrans de la capitale, hein. Là, tout en haut, on a une des horloges publiques de Paris, mais qui n'est pas la plus belle, que vous avez découvert juste avant dans la vidéo. Et en fait, cette horloge a pour le thème le temps et l'astrologie. Bon, sur le cadran, évidemment, on découvre les différents signes du zodiaque que l'on retrouve sculptés un peu plus bas dans une forme animalière. Et évidemment, les 12 mois de l'année gravés dans une typographie typiquement médiévale. Donc un délice forcément pour nos jolis yeux, sauf si vous n'avez pas d'œil. Voilà, si vous vous appelez Barbossa par exemple. Voilà, il vous manque un œil, c'est un peu dommage. Ou si vous... voilà, bref. Vous voulez le voir? C'est très simple, vous allez au 61 rue Réaumur dans le 2e arrondissement de Paris. Donc métro Réaumur, Sébastopol tout simplement. Et voilà, vous pouvez découvrir un magnifique immeuble que vous ne verrez nulle part ailleurs. La plus petite rue de Paris, 5,75 mètres de long et 3,30 mètres de large. Et oui, composée uniquement d'un escalier que je suis actuellement en train de descendre, de 14 marches précisément, on les a comptées. Eh bien, elle était percée en 1634 à la suite de la démolition de l'enceinte de Charles V, parce que oui, c'est par là qu'il habitait évidemment. Donc, elle a été un témoin de la Révolution française et on y trouve d'ailleurs une plaque commémorative juste ici. Aujourd'hui, elle est vêtue d'œuvres de street art. Rue des Degrés, c'est entre le 50-52 rue Beauregard et le 87 rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris. Et c'est ici même, dans cette plus petite rue de Paris, que je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, like, abonne-toi, partage la vidéo, commente si ça t'a plu. Si tu veux nous donner des idées de vidéos, on les fera avec grand plaisir, dans la limite du raisonnable, hein, évidemment. Mais en tout cas, les amis, prenez soin de vous, des bisous. Ciao, ciao, c'était Marion Online. Marion Online.